Je gisais gravement malade chez moi pendant que mon mari emmenait toute sa famille en vacances. Avant de partir, il avait même caché mes médicaments lorsqu'ils sont revenus au bout du 74e jour et qu'ils ont ouvert la porte. Il s'est figé dans un état de choc absolu. Il avait jeté les médicaments vitaux de sa femme à la poubelle, la laissant alitée et sans à défense, pour s'envoler de manière désinvolte vers une destination de rêve, attendant le jour où il pourrait empocher son héritage. Cependant, ma belle famille avide n'aurait jamais imaginé ce qui se passerait à leur retour. Avec leur bagage de créateurs, ce qui les a accueillis n'était pas une immense infortune, mais un piège redoutable qui allait tous les jeter sous un pont au beau milieu d'une nuit glaciale. Que s'est-il passé exactement? Je gisais immobile sur un matelas luxueux et W, milieu d'une vaste chambre de maître d'un appartement de prestige situé sur l'île Saint-Louis, au cœur de Paris. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre chacune de mes respirations faibles et saccadées. Cette maladie vorace avait aspiré toute mon énergie vitale, mais transformante. Moi la femme, forte qui soutenait à elle seule toutes nos entreprises, en une ombre mourante. Ma vie n'était plus maintenue que par une thérapie expérimentale privée, non remboursée par la sécurité sociale, que je devais prendre exactement à la même heure chaque jour. Le vent glacial de l'hiver parisien hurlait contre les immenses baies vitrées. Même si le chauffage était allumé, je ressentais un froid perçant qui s'infiltrait dans chaque os, chaque articulation et chaque vaisseau sanguin. Mon corps me faisait atrocement souffrir. Depuis 3 jours, je n'avais pas pu me lever seul de mon lit. Pas même pour marcher jusqu'à la cuisine et me préparer une tasse de tisane à la camomille. J'ai fermé les yeux, essayant de réprimer la nausée qui montait dans mon estomac. Des rires et des conversations animées provenaient du salon, brisant le silence, très douloureux de la chambre de malade. C'étaient les voix de ma belle-mère, Chantal, et ma belle sœur, Camille, discutant avec enthousiasme des tenues qu'elle porterait pour flâner sur la 5e avenue à New York. Puis est venu le bruit des roulettes de valises glissant sur le parquet en chêne massif. Mon mari, Thibaut, emballait les dernières affaires de son bureau avec la dernière once de mes forces. J'ai tendu le bras et j'ai faiblement tapé que mon verre contre la table de nuit pour faire un peu de bruit. J'espérais que quelqu'un entrerait. Après un instant, la porte de la chambre s'est entrebâillée. Thibaut est entré. Il portait déjà un costume sur mesure qui dégageait le parfum fort d'une eau de Cologne hors de prix. Il m'a regardé avec une froideur absolue, sans la moindre trace de pitié ou d'inquiétude. Je l'ai appelé dans un murmure. Je lui ai dit qu'il était l'heure de mes médicaments, et je l'ai supplié de m'apporter un verre d'eau et le flacon pilule sur la coiffeuse. Thibaut a croisé les bras et a poussé un profond soupir d'impatience extrême. Avec une désinvolture remarquable, il m'a répondu que j'étais une nuisance constante, que je réclamais mes médicaments toutes les 5 minutes. Il m'a jeté à la figure que cela faisait une éternité que je les y prenais, que nous avions dépensé une fortune et qu'il n'y avait aucune amélioration. Il m'a ordonné de rester là, ajoutant que je pourrais me lever et les prendre moi-même plus tard, que toute la famille était occupée à se préparer pour l'aéroport et que personne n'avait le temps d'être à mon service. Je me suis figé, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler de mes yeux. J'ai demandé d'une voix tremblante de quoi il parlait, où la famille allait pendant que je gisais là, trop malade. Qui allait me préparer une soupe? Qui allait me donner mes médicaments? Chantal est apparue dans l'encadrement de la porte, suivie de Camille. Ma belle-mère a tordu son visage en une grimace de pur dégoût. Ses yeux étaient remplis de mépris alors qu'elle regardait sa belle-fille, qui maigrissait de
jour en jour à cause de la maladie. Elle a parlé d'un ton arrogant. Elle a déclaré qu'ils partaient en vacances de luxe aux Amériques, qu'ils avaient acheté les billets le mois dernier, et que ce n'était pas parce que j'étais en malade qu'ils devaient annuler un voyage prévu de longue date. Elle m'a dit que je restais seule à la maison, que je n'avais qu'à me débrouiller, commander, vous manger sur mon téléphone, si j'avais faim, et prendre mes pilules moi-même. Elle a ajouté que Thibaut avait travaillé dur toute l'année pour subvenir aux besoins de cette famille, et qu'il avait bien le droit de se reposer et de s'amuser. Entendre des mots aussi cruels de la part de ma propre belle-mère m'a donné à l'impression que mon cœur était broyé. La vérité était que, de l'appartement luxueux dans lequel il vivait jusqu'à la société de commerce internationale, que Thibaut dirigeait en tant que président-directeur général, tout avait été bâti avec mon argent et ma sueur. J'avais caché ma véritable identité, d'héritière d'une famille de milliardaires de l'immobilier et de l'import-export, acceptant le rôle d'une épouse ordinaire et m'effaçant à l'ombre simplement pour protéger le fragile ego de mon mari. Je lui avais cédé, à le titre de dirigeant, pour qu'il se sente important devant sa famille et ses amis. Et maintenant que je tombais malade, il me considérait comme un fardeau, un parasite inutile. Camille, la belle-sœur qui d'habitude me flattait pour m'extorquer de l'argent afin de financer ses virées shopping, s'est alors jointe à sa mère. Elle m'a dit de me reposer, qu'il ne partait que pour un mois environ, et m'a ordonné de ne pas faire ma princesse avec Thibaut, prétextant qu'il était déjà épuisé par la pression au travail. Ils sont tous retournés dans le salon, me laissant complètement seule dans la chambre glaciale. J'ai fixé le plafond pendant que mes larmes détrempaient mon oreiller. La cruauté des personnes que je considérais autrefois comme ma famille, que j'avais aimée et soignée de tout mon cœur, se révélait maintenant de manière horrifiante. Ils étaient tout excités à l'idée d'un voyage de luxe, ignorant totalement le fait que sans soins et sans mes médicaments pris à temps, je pouvais mourir. L'horloge a sonné 23 heures. Il était temps pour la famille de Thibaut de se diriger vers l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour attraper leur vol. The night, dans la chambre, une douleur aiguë a commencé à me tordre le ventre à raison de la dose de médicaments manquée. L'agonie a irradié de mon abdomen à ma poitrine, me coupant le souffle. Je transpirais abondamment, même si une tempête, d'hiver féroce faisait rage à l'extérieur. J'ai entendu les pas de Thibaut s'approcher. Je m'accrochais à l'espoir qu'à la toute dernière seconde, avant de partir, sa conscience de mari se réveillerait. J'espérais qu'il me laisserait une bouillotte et me tendrait mes pilules. La réalité, cependant, est toujours plus vicieuse que ce que l'on peut imaginer. Thibaut s'est dirigé vers la coiffeuse. Là se trouvaient les flacons de mon traitement spécialisé d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'était ma seule bouée de sauvetage pour stopper la progression des cellules, tout malades dans mon corps. Ce qui m'aidait à survivre au jour le jour. Au lieu de les remettre à sa femme, il a balayé chaque flacon de la table, sang froid, que les a jetés dans la poubelle, dans le coin de la pièce. Le Braut des, contenant en plastique frappant le fond du bac, était creux et sec. Brisant la dernière once d'espoir dans mon cœur, j'ai paniqué, j'ai essayé de m'asseoir, mais mon corps était complètement paralysé. J'ai crié avec un désespoir écrasant. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, s'il voulait me tuer, et je l'ai supplié de me donner mes médicaments. Thibaut a tourné la tête et m'a regardé. Le sourire sur ses lèvres était cruel et glacial. Il s'est approché du lit, tout s'est penché et m'a murmuré à l'oreille, des mots aussi tranchants que des poignards. Il m'a dit d'arrêter mon cinéma, affirmant que le médecin avait dit que ma maladie était incurable, et que chaque jour supplémentaire que je vivais ne
faisait que prolonger mes souffrances, il a ajouté qu'il vaudrait mieux que je parte rapidement pour me libérer et libérer cette famille. Il m'a assuré de ne pas m'inquiéter, qu'à ma mort, il prendrait bien soin de l'entreprise, d'Essa, mère et de Camille, que tous ses actifs seraient désormais à lui, et que je n'aurais plus rien à voir avec tout cela. J'ai dévisagé, totalement muette, l'homme qui était mon mari depuis des années, horrifié par ses intentions sinistres. Non seulement il se fichait de mon état, mais il était si impitoyable qu'il voulait m'assassiner à petit feu pour s'emparer de l'empire que j'avais bâti avec tant d'efforts, sans me laisser juste instant pour réagir. Thibault a continué à remuer le couteau dans la plaie. Il m'a annoncé qu'il avait déjà pris toutes mes cartes de crédit, qu'il emportait mon ordinateur portable et mon téléphone aussi. Il a ajouté qu'avant de partir, il allait couper le disjoncteur électrique et fermer la vanne d'eau principale, et que cet après-midi-là, il avait changé le code de la serrure intelligente, la porte d'entrée. Il m'a souhaité de profiter du reste de ma vie dans la solitude, en m'assurant que personne ne viendrait me sauver. Sur ces mots, il a tourné les talons et est sorti. La porte de la chambre s'est refermée dans un bruit sourd. 1 minute plus tard, toutes les lumières de l'appartement se sont éteintes. Le système de chauffage a cessé de bourdonner. De l'extérieur est venu le son du verrou qui s'enclenchait, signifiant que la famille de mon mari était officiellement partie, m'enfermant dans l'obscurité, le froid glacial et un isolement total. Je suis restée là, mes larmes ont séché, remplacées par une haine infinie, insondable. La cruauté de Thibault avait franchi toutes les limites de la décence humaine. Il voulait que je meure de faim, de déshydratation et de la torture de ma maladie dans ma propre maison. Il était convaincu que j'étais une femme sans famille, car pendant tout ce temps, je lui avais menti en lui disant que mes parents étaient pauvres à en pleurer. J'avais prétendu qu'ils vivaient dans un mot perdu dans la Creuse et que j'avais perdu contact avec eux. Il s'était jamais douté que sous mon apparence fragile se cachait le plus grand secret de ma vie. La pièce a plongé dans une obscurité totale. Le froid a commencé à s'emparer de l'environnement et la douleur physique est devenue de manière exponentielle plus intense. J'étais parfaitement consciente de mon état. Sans médicaments ni eau, je ne tiendrais pas plus de 24 heures. Mais je refusais de mourir en vain de manière aussi pathétique. Je devais vivre pour démasquer ces monstres ingrats, vivre pour reprendre ce qui m'appartenait de droit. Un instinct de survie féroce s'est éveillé en moi. J'ai commencé à rassembler les restes de mes forces, me mordant la lèvre jusqu'au sang pour concevoir un plan afin de me sauver. L'obscurité qui engloutissait ce luxueux appartement ressemblait maintenant à une tombe glaciale. Mon corps brûlait d'une forte fièvre, mais mes mains et mes pieds étaient froids comme de la glace. Chaque vague de douleur lancinante dans mes organes internes me forçait à mordre plus, fort juste pour ne pas perdre connaissance. Je savais que si je fermais les yeux, à ce moment précis, je ne les rouvrirais jamais. Thibault avait emporté mon smartphone et mon ordinateur, coupant tous les canaux de communication normaux. Mais il ne s'était jamais douté de la prudence extrême qui était devenue ma seconde nature en tant que femme d'affaires. Sous les draps, cachés dans le coin le plus profond sous le matelas, j'avais dissimulé un vieux téléphone de secours à écran monochrome avec une batterie à la durée de vie interminable. Je ne l'avais jamais utilisé en public. C'était une habitude paranoïaque que j'avais développée à mes débuts dans le monde de l'entreprise, craignant toujours les risques imprévus et l'espionnage industriel. Je n'aurais jamais pensé que cet appareil archaïque, que je considérais comme pratiquement inutile, deviendrait mon unique bouée de sauvetage à la frontière entre la vie et la morte. Avec une immense difficulté, j'ai incliné mon corps, glissant lentement sur le
matelas. Chaque mouvement microscopique ressemblait à des milliers d'aiguilles transperçant ma peau. La sueur trempait ma chemise de nuit en soie. Il m'a fallu près d'une demi-heure pour atteindre le bord du lit et tâtonner l'espace sous le lourd matelas. Mes doigts tremblaient, raidis par le froid, cherchant à l'aveugle dans l'interstice étroit. Enfin, j'ai touché la coque en plastique dur du téléphone. Lorsque j'ai réussi à le sortir, une vague de soulagement profond m'a envahi. Son écran s'est faiblement illuminé dans le noir. L'indicateur de « à batterie » montrait une charge complète. À la vue de cette minuscule lueur, Yai commençait à sangloter. Les larmes ont éclaboussé l'écran. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tapé les chiffres gravés de manière permanente dans ma mémoire. Un numéro que je n'avais pas osé appeler depuis des années. Le téléphone personnel de mon père biologique, Charles-Henri. Réalité, je n'étais pas une orpheline ordinaire. Comme le croyait la famille de Thibault, j'étais la fille biologique éloignée de Charles-Henri et Victoire, les fondateurs de l'un des conglomérats immobiliers et commerciaux les plus prestigieux de France, en raison de malentendus liés à une rébellion de jeunesse et de mon désir de protéger mon amour pur pour Thibault du jugement de la société sur nos différences de classe. J'avais choisi de vivre de manière indépendante et de cacher ma véritable identité. Mes parents étaient furieux à l'époque, mais ils continuaient à me protéger discrètement de loin. J'utilisais l'argent de mon fonds de dotation personnelle pour construire ma carrière. J'avais effacé mes traces auprès de ma belle famille et accepté d'être une épouse humble. Tout cela pour obtenir ce que je pensais être un amour familial, sincère. Maintenant, au bord d'une mort orchestrée par mon propre mari, Anne Deschamps réalisait à quel point cette erreur avait été fatale. Le téléphone a sonné 3 fois avant que quelqu'un ne décroche, même s'il était à minuit passé. Que la voix grave et autoritaire de mon père a retenti clairement, demandant qui était à l'appareil, d'une voix rauque et faible, interrompue par des halètements de douleur. Je lui ai répondu que c'était moi, Séraphine. Ça, aux filles. Et je l'ai supplié de m'aider. Un bref silence est tombé sur la ligne, suivi d'un grand fracas, comme si un objet en verre avait été échappé et brisé. En arrière-plan, j'ai entendu la voix terrifiée de ma mère. Victoire, demandant si c'était sa petite fille, suppliant qu'on lui passe le téléphone. Mon père a essayé de garder son sang-froid, mais sa voix s'est brisée sous l'effet d'une pure agonie. Il m'a demandé où j'étais, ce qui m'était arrivé, me rassurant que maman et papa étaient là. Il m'a ordonné de lui expliquer ma situation immédiatement et de ne pas avoir peur. J'ai ravalé ma douleur et j'ai décrit clairement ma situation. Je lui ai dit que j'étais gravement malade, que ma belle famille m'avait enfermée dans mon appartement de l'île Saint-Louis, qu'ils avaient coupé l'électricité et l'eau, jeté tous mes médicaments vitaux et quitté le pays, que je ne pouvais plus marcher et qu'ils avaient changé le code de la porte. J'ai supplié mon père d'envoyer ses hommes défoncer la porte pour me sauver, de faire vite, car j'avais tellement mal. Sans poser la moindre question inutile, la nature décisive d'un grand patron et milliardaire a instantanément pris le dessus. Mon père a aboyé des instructions fermes, m'ordonnant de ne pas éteindre le téléphone, de ne pas raccrocher. Et m'a assuré que maman et lui étaient en route à la seconde même. L'appel s'est terminé. J'ai serré le téléphone contre ma poitrine. La pièce était toujours sombre et glaciale. Mais une étincelle de chaleur ardente s'est allumée dans mon cœur. Les liens du sang sont les plus sacrés. Ils ne nous trahissent jamais, ne nous abandonnent jamais dans nos heures les plus sombres. J'ai fermé les yeux avec un sentiment de paix, attendant que la lumière de la vie défonce ma porte. En même temps,
J'ai planté une graine de ressentiment, avenimeux au plus profond de mon âme, me jurant que je ferais payer à ces parasites ingrats un prix dévastateur. L'attente a semblé interminable, comme si des siècles s'écoulaient. Le froid de la nuit parisienne continuait de pénétrer mon corps défaillant. J'ai commencé à perdre connaissance. Des éclairs de mon enfance heureuse avec mes parents défilaient dans mon esprit, alternant avec l'image cruelle de Thibaut, jetant mes flacons de médicaments à la poubelle. Soudain, un énorme fracas a résonné dans le salon, faisant trembler tout l'appartement. Le crissement assourdissant d'une scie à métaux a brisé le silence, suivi du bruit lourd de bottes d'intervention se précipitant dans le couloir. Les faisceaux de lampes tactiques ont balayé chaque recoin, chassant l'épaisse obscurité. La porte de ma chambre a été enfoncée avec violence. Là, à lumière aveuglante m'a forcé à plisser les yeux. Dans l'éblouissement, Yai a distingué une silhouette familière. Mon père, Charles-Henri, un homme qui portait toujours un masque d'autorité absolue dans le monde des affaires, courait maintenant vers mon lit, le visage pâle et frappé de panique. Juste derrière lui se trouvait ma mère, encadrée par les ambulanciers d'un service médical privé d'élite qu'ils avaient immédiatement mobilisé. Ma mère s'est jetée sur moi, enroulant ses bras autour de mon corps glacé, sanglotant de façon hystérique et hurlant mon prénom. Ses larmes chaudes sont tombées sur mes joues, portant un amour inconditionnel infini. Mon père se tenait sur le côté, sa grande main tremblante a serré la mienne avec force. Il a tourné la tête et a hurlé à l'équipe médicale privée de vérifier mes signes vitaux immédiatement, d'injecter des stimulants cardiaques et de faire tous ceux qu'il fallait pour sauver la vie de sa fille. Le médecin en chef s'est précipité, a vérifié mon pouls avec expertise, qui mesurait ma tension artérielle et ordonné à l'infirmière de poser une perfusion. Il a immédiatement diagnostiqué un état de choc aigu dû à la privation de médicaments essentiels et à une hypothermie sévère. Il a ordonné mon transfert immédiat vers l'hôpital privé privilégié par la famille, l'hôpital américain de Neuilly. Directement dans l'unité de soins intensifs de prestige, avec des mouvements rapides et précis, ils m'ont enveloppé dans d'épaisses couvertures thermiques et m'ont transféré sur un brancard, alors que l'équipe médicale me sortait de l'appartement. J'ai vu la garde rapprochée de mon père, déjà aligné dans le couloir. Mon père s'est arrêté un instant au centre du salon, regardant l'appartement glacial et privé de courant. Une colère insondable se reflétait dans ses yeux. Il a aboyé un ordre à son assistant à direction qui se tenait à proximité, lui disant de laisser une équipe sur place pour garder les lieux exactement tels qu'ils étaient, et d'extraire toutes les images de vidéosurveillance des serveurs de l'immeuble. Il a juré que puisqu'il avait osé faire quelque chose d'aussi purement maléfique à sa fille, il leur montrerait ce que signifiait implorer la mort. L'ambulance privée a filé toute sirène hurlante, déchirant le silence de la nuit francilienne en direction du meilleur établissement médical du pays. À l'intérieur de la cabine chauffée, ma mère refusait de lâcher ma main, caressant sans fin mes cheveux trempés de sueur. Mon père était assis en silence dans le coin. Ses yeux étaient injectés de sang alors qu'il luttait pour contenir son chagrin et sa rage. À travers le masque à oxygène, j'ai murmuré pour demander pardon à mon père et à ma mère. Ma mère a rapidement pressé un doigt sur mes tendres lèvres avec une immense tendresse pour me faire taire. Elle m'a supplié de ne pas parler pour économiser mes forces, me disant que nous étions presque arrivés, qu'il me tenait maintenant, et que plus personne ne pourrait jamais trop me faire de mal. Cette nuit-là, que la bataille pour récupérer ma vie a fait rage dans la salle de réanimation privée, grâce à un équipement médical de pointe et aux médicaments
les plus obscènement chères garanties par la fortune de ma famille, mon rythme cardiaque a lentement commencé à se stabiliser après avoir franchi la phase critique. J'ai sombré dans un sommeil profond et sûr, pour la première fois, après des années passées à être une épouse et une belle-fille, j'ai ressenti ce que signifiait la véritable protection. L'ange de la mort avait frappé à ma porte, mais l'étreinte de ma famille m'avait arraché à l'abîme. Je me suis réveillée alors que la chaude lumière du soleil matinal traversait l'immense fenêtre de ma suite d'hôpital. Une semaine s'était écoulée depuis cette nuit d'horreur, et ma santé se redressait miraculeusement sous les soins intensifs de spécialistes de premier plan et l'amour incommensurable de mes parents. Chaque jour, on me nourrissait de bouillons organiques denses en nutriments et de compléments de qualité supérieure intégrés aux protocoles thérapeutiques les plus avancés. Ce matin-là, ma mère m'a apporté un bol de soupe reconstituante incroyablement parfumée. Tout en me donnant à manger, elle me racontait doucement des futilités de la haute société pour me remonter le moral. Mon père est entré dans la chambre en tenant une tablette. Son visage était calme, mais ses yeux possédaient une lueur implacable et tranchante comme un rasoir. Il a tiré une chaise, s'est assis près de mon lit et a parlé avec autorité, m'ordonnant de regarder ce que l'équipe d'investigation avait trouvé. Après avoir repris accès à tous mes comptes personnels, j'ai pris la tablette et j'ai fait glisser l'écran. Ma messagerie privée était inondée d'alertes rouges de ma banque. En même temps, des onglets étaient ouverts sur les pages des réseaux sociaux de Camille et Chantal, pendant que je luttais pour ma vie en France. Ma belle famille menait la grande via et l'étranger avec l'argent que j'avais saigné pour gagner. Sur son profil, Camille publiait de manière obsessionnelle des photos, géolocalisant des lieux célèbres. À Miami et New York, elle portait un luxueux manteau de fourrure et serrant un sac Chanel d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros, souriant à pleines dents alors qu'elle posait sur Times Square. Sa légende transpirait l'arrogance, affirmant que la vie est courte et qu'il faut profiter du luxe que son grand frère lui offre. Chantal n'était pas en reste. Elle faisait constamment des vidéos en direct, éloquent, vantant auprès de ses proches restés dans la Creuse de ses dîners dans des restaurants étoilés et de ses séjours dans des palaces 5 étoiles sur la plage de Saint-Barthélemy. Dans les commentaires, lorsqu'une cousine éloignée a posé des questions sur sa belle-fille malade restée au pays, Chantal a répondu avec une audace absolue que la vie et la mort dépendaient de Dieu, que la famille avait fait tout ce qu'elle pouvait, et que si ce n'était pas suffisant, il n'avait plus rien à faire. Elle a ajouté qu'il finirait bien par rentrer pour organiser les funérailles, ce qui serait la preuve de leur grand dévouement. À côté de ces photos tapes, à l'œil se trouvait un relevé de carte de crédit effarante. Thibault utilisait une carte secondaire reliée à mon compte, H d'entreprise, pour dépenser sans limite en montres de luxe, bijoux en diamants, factures d'hôtels prestigieux et location de voitures de sport cabriolet pour des virées côtières. En moins de 20 jours, le montant qu'ils avaient flambé dépassait 150 000 euros. En voyant ces chiffres danser sur l'écran, mon cœur ne ressentait plus de douleur ni de désespoir, mais un calme glacial et terrifiant. La trahison avait galé, se cristallisant en une détermination dure comme du titane. Il croyait que je pourrissais dans cet appartement, célébrant par anticipation la liquidation de mes biens. Il considérait ma vie comme sans valeur, utilisant mon argent pour nourrir leur avidité sans fond. Mon père a brisé le silence, me demandant ce que je voulais faire à ce sujet, m'assurant que si je le voulais, ils pouvaient geler toutes leurs cartes à l'étranger à la seconde même et les laisser en plan dans la rue. J'ai secoué la tête et posé la tablette sur la table.
Ma voix était calme, mais résolue. Je lui qui ai dit qu'il n'y en avait pas besoin. De les laisser gaspiller autant qu'ils le voulaient. De les laisser voler aussi haut que possible, dans leur illusion de en richesse. J'ai déclaré que je voulais qu'ils profitent de leurs 74 jours de vacances, exactement comme ils l'avaient prévu. Pendant ce temps, j'allais me rétablir complètement. J'allais récupérer tous les documents légaux, transférer la propriété de tous les actifs et révoquer officiellement Thibault de son poste dans l'entreprise. Je voulais qu'ils reviennent avec leur valise de créateur, qu'ils ouvrent cette porte et qu'ils entrent directement dans leur pire cauchemar. J'ai juré que je reprendrais, à chaque centime, et que je leur ferais ressentir ce que c'est que de tout perdre en une fraction de seconde. Mon père a souri, immensément satisfait. Il m'a caressé la tête, les yeux débordant de fierté, et a dit que j'étais vraiment sa fille. Il m'a assuré que l'équipe juridique d'élite du conglomérat s'occuperait de toutes les affaires de l'entreprise et de la documentation, et que mon seul travail était de me concentrer sur la récupération de mes forces. Au cours des semaines de convalescence suivantes, j'ai discrètement tissé une toile gigantesque, inéluctable. Les 74 jours d'extravagance de la famille de Thibault en terres étrangères ont également été mes 74 jours de transformation. Je me suis débarrassée de toute ma faiblesse et de ma soumission pour redevenir celle que j'étais vraiment, une femme d'affaires impitoyable, prête à affronter l'adversité et à sortir les poubelles de ma vie. Cette histoire de vengeance ne faisait que commencer. Le temps a filé. Ces 74 jours ont passé comme un long rêve chargé d'émotions. Pendant les premiers jours en soins intensifs, j'ai dû lutter contre des douleurs physiques atroces. Les lourds antibiotiques et les traitements m'ont laissé gravement épuisée. Mais chaque fois que j'ouvrais les yeux et que je voyais le regard protecteur et féroce de mon père, ainsi que le sourire réconfortant de ma mère, je me rappelais que je ne pouvais pas abandonner. Je y devais vivre non seulement pour moi, mais pour les personnes qui m'aimaient inconditionnellement. Au 30e jour, mon corps a commencé à montrer des améliorations massives. Izzy pouvait sortir du lit seul et me promener dans les jardins privés et luxuriants de la clinique. Le régime hyperprotéiné, élaboré par des nutritionnistes d'élite, m'a aidé à reprendre du poids. Ma peau, autrefois cendrée et sans vie, Ein Planksoven, a retrouvé son éclat rosé. Mes cheveux étaient redevenus brillants et doux. Anne, tenant devant l'immense miroir de la salle de bain attenante, je reconnaissais à Compen la femme émaciée avec des cernes noires d'il y a un mois. À la place, que voyais un visage radieux, un regard perçant et une posture incroyablement imposante. Pendant ma convalescence, mes parents n'ont jamais évoqué la famille de mon mari, pour éviter de me stresser, mais je savais parfaitement que pour arracher ce mal, à la racine, je ne pouvais pas compter sur les larmes ou la haine. Weiss a besoin de la loi et d'une précision froide et calculée. J'ai demandé à mon père d'organiser une réunion avec le conseiller principal de la société holding, Maître Vasseur, le chef du département juridique, avec plus de 20 ans, d'expérience dans les litiges d'entreprise les plus impitoyables, est venu, personnellement à la clinique, pour travailler avec moi chaque après-midi. Nous avons passé en revue chaque document concernant mes actifs. Le luxueux appartement sur l'île Saint-Louis, où j'avais failli perdre la vie, était une propriété que j'avais achetée avant le mariage en utilisant les fonds de mon patrimoine familial. L'acte de propriété était uniquement à mon nom. Thibault n'y avait absolument aucun droit légal. Quant à la société de commerce, je l'avais fondée avec mon propre capital, mais voulant protéger l'ego de Thibault, vie de ses proches. J'avais rédigé une procuration notariée, le nommant président-directeur général, tandis que je me retirais dans un rôle
administratif discret. Maître Vasseur a examiné attentivement chaque page des dossiers. Analysant la situation avec une précision chirurgicale, il m'a expliqué que sur le plan juridique, je possédais 95 sans départ de la société par action simplifiée, que M. Thibault n'était qu'un simple mandataire social, agissant en vertu d'une délégation irrévocable que je lui avais accordée. Il m'a confirmé qu'à tout moment, je pouvais mettre fin unilatéralement à ses fonctions et le déchoir de son titre, sans son consentement, quant aux cartes de crédit qu'il utilisait pour brûler de l'argent à l'étranger. C'étaient des cartes secondaires reliées directement à mon compte professionnel principal. En entendant cela, j'ai eu un sourire cynique. C'était un sourire amer face à ma stupidité passée, mais aussi le sourire narquois de l'échec et mat dans la partie en cours. J'ai ordonné à Maître Vasseur de rédiger tous les documents légaux nécessaires, immédiatement. Premièrement, une décision de l'Assemblée générale révoquant Thibault de son rôle de dirigeant. Deuxièmement, la révocation de tous ses pouvoirs de procuration et de ses signatures autorisées au sein de l'entreprise. Troisièmement, une injonction pour geler tous les comptes joints et les cartes de crédit secondaires en attendant mon signal exact. Pour l'exécution, toutes les manœuvres juridiques et de protection des actifs ont été exécutées dans le plus grand secret, soutenues par la puissance de feu légale et le vaste réseau de ma famille de milliardaires, pendant que j'étais plongé dans les feuilles de calcul, les contrats et les clauses juridiques à Paris, la famille de Thibault, de l'autre côté de l'océan, était toujours ivre de sa fausse illusion de richesse extrême. Il publiait régulièrement des mises à jour de banquets, somptueux et de virées shopping dans les boutiques de créateurs. Il dépensait de l'argent forgé de mon sang et de ma sueur avec la mentalité d'héritier qui n'attendait plus que la validation du testament d'une morte. Les contrastes entre mon calcul glacial ici et leur pure avidité stupide là-bas rendaient le piège que je tendais d'autant plus parfait. Au 70e jour, le médecin en chef m'a officiellement déclaré guéri à 100%. Toutes mes constantes vitales et mes résultats d'analyse étaient optimaux. La maladie avait été entièrement supprimée. J'ai demandé à mes parents l'autorisation de quitter la clinique et de retourner à l'appartement de l'île Saint-Louis pour préparer le terrain du plus grand chapitre de ma vie. Mon père a accepté, mais a insisté pour déployer sa garde rapprochée d'élite, dirigée par Guillaume, un ancien agent des forces spéciales au gabarit, imposant et aux compétences mortelles en combat rapproché. Pour m'escorter, je suis retourné dans la maison qui m'était autrefois si familière. L'endroit avait été nettoyé et désinfecté de fond en comble par des professionnels. Elsa, tout meuble endommagé, avait été remplacé par le personnel de mon père. L'atmosphère lugubre et déprimante de ces jours d'agonie avait disparu, remplacée par le parfum chaleureux des huiles essentielles de cèdre et de cannelle. J'ai soigneusement choisi une robe en soie cramoisie associée à un élégant châle en cachemire. Je me suis assise devant la coiffeuse, appliquant méticuleusement du rouge à lèvres carmin et de la poudre libre. Le reflet dans le miroir montrait une femme puissante et sophistiquée qui n'affichait plus la moindre once de vulnérabilité. Je suis entrée dans le salon et me suis assise sur le luxueux canapé en velours, savourant une tasse de thé artisanal. Autour de moi, 4 immenses gardes du corps en costume noir sur mesure et lunettes de soleil se tenaient rigidement aux 4 coins de la pièce. Tout était prêt. Le piège était armé et ne manquait plus que la proie avide pour marcher droit dedans. Ma transformation au cours de ces 74 jours n'avait pas été seulement une renaissance physique, c'était la forge d'une âme déterminée à obtenir une justice absolue. L'horloge a sonné 3 heures de l'après-midi, selon les suivis de vol.
L'équipe de mon père surveillait l'avion en provenance des Amériques, transportant la famille de Thibault, qui avait atterri à Roissy-Charles de Gaulle 2 heures plus tôt. À ce moment précis, ils devaient être occupés, charger leurs bagages de marque dans un véhicule noir pour retourner l'appartement. Mon cœur battait avec un calme suprême, sans la moindre once de peur ou d'anxiété. L'atmosphère dans le salon était si silencieuse qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale de designer. Guillaume, les chefs d'Omla, sécurité, il se tenait à 1 mètre de moi. Sa posture était aussi inébranlable qu'une forteresse. Les 3 autres hommes étaient en état d'alerte maximale, fixant droit devant eux la solide porte d'entrée en chêne. Tout dans cette maison irradiait une aura de pouvoir brut et d'autorité à vous glacer les os. Depuis le couloir extérieur, le bruit des roulettes de valises est devenu plus fort. Entremêlé au rire détendu et bruyant de Thibault et de sa famille, l'isolation acoustique de l'appartement était excellente, mais comme il parlait très fort, essayant de frimer pour les riches voisins, je pouvais clairement entendre chaque mot depuis l'intérieur. La voix de Chantal était stridente et profondément satisfaite, alors qu'elle disait à Thibault de faire attention avec son nouveau sac Birkin en édition, limité d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros, car même là, moindre égratignure, lui briserait le cœur. Elle a ajouté qu'une fois l'intérieur, il se reposerait un peu, puis chercherait en ligne une bonne entreprise de pompe funèbre, car le cadavre de Séraphine était sûrement déjà en train de pourrir et qu'il devrait engager une équipe professionnelle au nettoyage biologique pour que sa luxueuse maison ne pue pas. Camille a soutenu sa mère avec enthousiasme, rappelant à son frère qu'après les funérailles, il devrait appeler son avocat pour transférer immédiatement l'appartement et l'entreprise à son nom. Elle a mentionné qu'elle avait déjà choisi une Porsche et a exigé que son frère la lui achète à la seconde où la succession serait réglée. Thibault a ri avec la suffisance d'un homme qui croyait avoir gagné au loto. Elle leur a dit de se détendre, leur assurant que tous les papiers étaient prêts. Au processus de succession serait rapide. Donc l'argent et l'appartement étaient pratiquement à eux et ils pourraient acheter tout ce qu'ils voulaient. Il les a seulement prévenus de se préparer mentalement à se boucher le nez quand il ouvrirait la porte. J'ai entendu le bip électronique du clavier de la serrure intelligente à l'extérieur. Thibault tapait son code d'accès. Il n'avait aucune idée que la nuit où j'avais été emmené aux urgences, mon père avait ordonné que tout le système de sécurité soit arraché et remplacé. Un bip d'erreur a résonné à travers la porte. Thibault a marmonné, contrarié, surpris que le code échoue, jurant qu'avant de partir pour l'aéroport, il l'avait changé pour la date d'anniversaire de Camille. Chantal a commencé à se plaindre, lui disant de réessayer parce qu'il s'était probablement trompé au bouton et qu'elle voulait juste entrer et reposer ses pieds après le long vol. Thibault a essayé une 2e fois et le même bourdonnement d'erreur a retenti. De l'intérieur, j'ai fait un signe de tête à Guillaume. Il m'a répondu d'un signe de tête, a marché calmement jusqu'à la porte d'entrée, a déverrouillé le taupen intérieur et la grande ouverte. La lourde porte en bois a basculé. La lumière du couloir a inondé l'entrée, illuminant directement 3 visages, frustrés et décalés par le fuseau horaire. Et puis, en une fraction de seconde, toutes leurs expressions se sont figées. Le sourire suffisant sur le visage de Thibault s'est instantanément évaporé, remplacé par des yeux si écarquillés qu'ils semblaient prêts à sortir de leur orbite. Chantal se tenait la mâchoire décrochée, son sac à main de luxe glissant de ses doigts pour frapper le sol avec un bruit sourd. Camille a titubé, en arrière, trébuchant sur une énorme valise et manquant de s'étaler de tout son lent. Devant eux, il n'y avait pas un appartement sombre et saccagé empestant le
cadavre en décomposition. Ils regardaient fixement un salon baigné de soleil, embaumant les huiles essentielles relaxantes, et au centre de la pièce, assise sur un canapé incroyablement cher, c'était moi. Je portais une robe en soie, cramoisie éclatante. Irradiant, l'aura élégante et mortelle d'une reine recevant des traîtres. Autour de moi, 4 hommes massifs en costume noir à la carrure tactique les foudroyaient d'un regard tranchant comme des rasoirs. J'ai lentement posé ma tasse de thé sur la table basse en verre et j'ai offert un léger sourire. C'était un sourire très poli, mais il a fait chuter la température de la pièce. J'ai parlé d'une voix douce et cristalline. Je leur ai tout demandé comment s'étaient passées leurs vacances. Je leur ai fait remarquer qu'ils étaient rentrés plus tôt que prévu. Je leur ai demandé pourquoi ils restaient plantés là, comme des statues, et je les ai invités à entrer, précisant que la porte était ouverte. Aucun d'entre eux n'a pu articuler un seul mot. Ils ressemblaient à des gargouilles de pierre cimentées au sol. La réalité qui se déroulait sous leurs yeux était trop surréaliste, trop terrifiante par rapport au fantasme dans lequel ils avaient vécu ces 74 derniers jours. La femme dont ils étaient absolument certains qu'elle était morte de faim et de déshydratation était maintenant assise devant eux, éclatante de santé, d'une beauté à couper le souffle, et aux commandes absolues de ce domaine. Cette surprise foudroyante était le premier cadeau de bienvenue que je leur avais préparé. Un silence étouffant asphyxiait le salon. Chantal a été la première à sortir de sa torpeur. Sa nature dominatrice et son habitude d'agir comme la matriarche de la maison ont rapidement pris le dessus sur sa terreur. Elle est entrée d'un pas, lourd, pointant avec arrogance un doigt droit sur mon visage et hurlant de sa voix stridente. Elle a crié que j'étais en vie, et que si j'étais en vie, comment osais-je changer le code de sa maison? Elle a demandé qui étaient ces voyous, m'accusant de profiter de l'absence de mon mari pour amener des hommes au hasard dans cette maison pour m'amuser. Elle m'a traité de femme sans vergogne, affirmant que je traînais le bon nom de sa famille dans la boue. En voyant sa mère prendre les choses en main, Thibaut a instantanément retrouvé son aplomb. Il est entré de manière agressive, jouant le rôle du mari justicier, hurlant pour obtenir des explications. Il a déclaré que sa mère avait raison. Il a exigé que j'explique ce que j'avais fait dans la maison tout temps et pourquoi ces gardes du corps étaient là, m'avertissant que les règles de sa maison ne m'autorisaient pas à faire tout ce qui me plaisait simplement parce que j'avais été malade. Camille, se cachant derrière sa mère et son frère, a renchéri avec un rictus, prétendant que j'avais probablement fait semblant d'être mortellement malade, juste pour les tromper et les faire sortir de la maison afin de pouvoir organiser des fêtes avec des escortes payées, soulignant que mes vêtements en soie et mon maquillage complet prouvaient quel genre de femme j'étais vraiment sciée. Je suis restée assise dans un silence absolu sur le canapé, les laissant vomir, leurs accusations sans fondement et leurs calomnies. Leur théâtre pathétique ne faisait que mettre en évidence leur manque de pudeur et leur âme pourrie. Je me suis levée lentement. Lissant ma robe en soie avec un sang-froid profond, Guillaume a fait un demi-pas en avant, prêt à intervenir et à faire taire leur injos. Mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Je me suis dirigée vers l'imposante console en acajou et j'ai ramassé un épais dossier relié de documents. Je me suis approchée de Thibaut et de sa famille, lentement. Mon regard glacial a balayé chacun de leurs visages, qui tentaient, désespérément, de maintenir une façade de supériorité. Je leur ai demandé s'ils avaient fini de parler, et si c'était le cas, je leur ai conseillé de bien ouvrir les yeux et de regarder ça. Sur ce, j'ai violemment jeté les lourds dossiers directement sur le torse de Thibaut. Le lancer a été assez fort pour que le classeur s'ouvre, éparpillant des papiers sur tout le sol, des pages couvertes de tableurs et de chiffres, atterris juste à leurs pieds.
C'étaient les copies de leurs relevés de carte 2, crédit à l'étranger. Chantal et Thibault ont baissé les yeux vers eux, et leur couleur a commencé à se vider complètement de leur visage. J'ai parlé d'une voix forte et claire, récitant chaque dépense de mémoire. Yai détaillait que le 15 du mois dernier, Thibault avait dépensé plus de 2 500 € pour une montre à Miami. À ce moment exact, je recevais des décharges de défibrillateur pour un arrêt cardiaque aux urgences. Hall 22. Camille avait passé la carte pour acheter 3 sacs Chanel pour 15 000 €. Ce même jour, on avait dû m'injecter un composé salvateur à 300 € juste pour empêcher mes organes de cesser de fonctionner. Le 5 de ce mois, Chantal avait claqué 400 € pour un dîner étoilé, des cosmétiques de luxe. Pendant ce temps, sa belle-fille réapprenait à marcher, car les muscles de ses jambes s'étaient atrophiés à force d'être alités. Ma voix s'est élevée, résonnant contre les hauts plafonds. J'ai déclaré qu'au total, à leur famille avait flambé plus de 250 000 €. En 74 jours, toutes les dépenses avaient été facturées sur des cartes d'entreprise secondaires, liées directement à mon compte professionnel, personnel. Je leur ai jeté à la figure qu'ils avaient pris mon argent, dépensé les fruits de mon travail, pris l'avion pour faire la fête, et m'avaient laissé dans cette maison après avoir jeté mes médicaments à la poubelle, occupé le disjoncteur électrique et fermé la vanne d'eau dans une tentative délibérée de m'assassiner. Une tentative d'assassinat doublée d'un vol à grande échelle, exécutée de sang-froid. Je leur ai demandé s'ils pensaient vraiment qu'après ma morte, personne ne s'en rendrait compte. Chantal tremblait et balbutiait, affirmant que je racontais des absurdités, que personne n'avait comploté pour me tuer, que les pilules étaient tombées dans la poubelle par accident, et que l'électricité et l'eau avaient été coupées à cause d'une panne de réseau. Le visage de Thibault était livide. Il a réalisé que non, seulement je savais tout, mais que je possédais des preuves irréfutables. Il a essayé de changer de tactique, adoucissant sa voix et simulant des remords. Il a juré que j'avais tout mal compris, qu'il n'était parti en voyage que parce que les billets n'étaient pas remboursables, et qu'il s'était dit que je n'aurais qu'à appeler une ambulance. Il a ajouté que puisque j'étais complètement guérie maintenant, en tant que mari et femme, nous devrions régler cela à l'amiable. J'ai éclaté d'un rire fort et amer qui a résonné dans tout l'appartement. Régler cela à l'amiable? Ils n'avaient même pas le droit de le suggérer. Je leur ai révélé que chacune de leurs actions abjectes avait été enregistrée, du jet des flacons à la poubelle à la fermeture de la vanne d'eau jusqu'à la coupure des disjoncteurs. Tout avait été capturé en très haute définition par une caméra cachée que j'avais installée dans la bibliothèque. Je leur ai conseillé de ne, à même plus essayer de nier, que leur vrai visage avait été exposé. J'ai ajouté que ma patience et mon amour pour cette famille étaient morts avec moi lors de cette nuit glaciale. La personne qui se tenait devant eux n'était strictement que la propriétaire légitime de l'Empire qu'ils avaient essayé de voler. Les preuves indéniables et ma déclaration impitoyable ont frappé Thibault et sa famille comme un seau d'eau glacée. Leur arrogance et leur fierté disparu. Elles ont été remplacées par une panique paralysante. Ils se sont regardés. Puis, ils ont baissé les yeux vers les relevés bancaires éparpillés sur les sols. Et enfin vers les 4 agents de sécurité massifs, prêts à intervenir. Camille, la belle-sœur éternellement gâtée, a craqué sous la pression et a commencé à pleurer de manière hystérique. Elle a serré son sac à main de Marc contre elle, et gémissant et jurant qu'elle ne savait rien, que jeter les médicaments et couper le courant était entièrement l'idée de Thibault et de sa mère, et a supplié qu'on lui pardonne parce qu'elle ne voulait pas être impliquée dans un complot de meurtre. En entendant les mots de sa fille, Chantal
lui a lancé un regard d'un venin pur. Mais elle-même tremblait si violemment qu'elle pouvait à peine se tenir droite. Sa posture a changé à la vitesse de la lumière. Elle a fait un pas en avant, essayant de saisir ma main avec un ton suppliant et larmoyant. Elle m'a appelé sa douce belle-fille, confessant qu'elle savait qu'elle avait fait une erreur, que tout était à cause de la stupidité de Thibaut. Elle s'est justifiée en disant qu'elle n'était qu'une vieille femme, que sa mémoire flanchait, qu'elle n'avait pas su bien le conseiller. Elle m'a supplié de la pardonner, de pardonner à notre famille juste cette fois, arguant que nous étions toujours de la famille. Thibaut s'est également précipité en avant, affichant une profonde contrition. Il a levé les deux mains en signe de reddition, jurant qu'il avait commis une erreur catastrophique, qu'il devait avoir été possédé par un démon pour faire quelque chose d'aussi diabolique. Il a fait appel à notre mariage, implorant une dernière chance d'arranger les choses, jurant qu'il me rendrait heureuse pour le reste de ma vie si je ne rendais pas cela public. Regarder ces trois personnes jouer cette pièce de théâtre grotesque devant moi me donnait littéralement la nausée. Leur hypocrisie et leur lâcheté dépassaient de loin mon imagination la plus folle. Ils étaient prêts à se jeter mutuellement sous le bus, prêts à mendier à genoux pour obtenir pitié, à la seconde où leur poule aux œufs d'or était menacée. Il n'y avait pas une once de sincérité ou de véritable remords dans tout cela. Ils utilisaient le lien du mariage comme un bouclier humain. Oubliant qu'ils étaient ceux qui l'avaient enterré vivant, j'ai ricané froidement, retirant vivement ma main et reculant d'un pas pour éviter le contact de Chantal. J'ai regardé Thibaut droit dans les yeux. Ma voix était absolue et dépourvue de toute émotion. Les liens familiaux, j'ai dit que j'étais désolée, mais que tout cela s'était terminé la nuit où ils avaient jeté les médicaments qui me maintenaient en vie à la poubelle. Je leur ai rappelé que je leur avais déjà accordé 74 jours pour profiter des dernières amiettes de leur style de vie luxueux, qu'ils considèrent cela comme la toute dernière goutte de ma charité. Maintenant, ce rêve était terminé. Bienvenue dans la réalité. Je me suis ensuite tournée vers Guillaume. J'ai fait un signe de tête et j'ai donné un ordre sec. J'ai ordonné à Guillaume d'exécuter ses ordres, de jeter ces intrus dehors immédiatement. Il n'avait rien à faire ici. L'ordre a été donné. Les 4 agents de sécurité ont agi instantanément avec un professionnalisme terrifiant et une force brute. Ils ont avancé des 3 côtés, bloquant Thibaut et sa famille. Guillaume a refermé une poigne de fer sur l'épaule de Thibaut. Sa prise écrasante a arraché un cri de douleur à Thibaut, le rendant totalement incapable de résister. Un deuxième garde a verrouillé le bras de Chantal, derrière son dos. Le troisième a attrapé Camille. Chantal a hurlé de manière hystérique, se débattant comme une folle, exigeant qu'il la lâche parce qu'elle était la belle-mère et avait le droit de vivre dans cet appartement, me maudissant jusqu'en enfer pour oser la jeter dehors. Thibaut a essayé de se rebeller, hurlant que j'étais folle de jeter mon propre mari hors de notre maison commune. Je suis restée les bras croisés, répondant avec une sérénité totale. Je lui ai dit qu'il se trompait, que cet appartement était à mon nom, acheté avec les fonds de mon patrimoine avant notre mariage, qu'il n'avait pas le droit à un seul centimètre carré de cet endroit. J'ai hurlé de les sortir de là. Les gardes, sans dire un mot, ont traîné de force Thibaut et sa famille vers la sortie. Leur résistance était totalement vaine face à la taille et aux compétences des professionnels. Ils ont été violemment poussés dehors dans le couloir. Puis le 4e garde a rapidement attrapé tous les bagages de créateurs qu'il venait de faire rouler à l'intérieur et les a jetés par là. Et portes. Les lourdes valises se sont écrasées contre les murs du couloir avec des bruits sourds assourdissants. Camille a poussé un cri perçant, rampant sur le
pour sol en marbre, pour récupérer son sac à main jeté, Thibaut et Chantal se sont, relevés en tremblant. Leurs vêtements de créateurs étaient froissés. Leur, à visage, pâle d'humiliation, je me suis avancée sur le seuil, regardant de haut, d'une position de supériorité absolue, les personnes qui se bousculaient à mes pieds. Ayant lancé mon ultime avertissement, je leur ai annoncé qu'à partir de ce moment, ils n'avaient plus absolument rien à voir avec moi, que cet immeuble leur était définitivement interdit. S'ils osaient revenir ici et faire un scandale, je ferai appel à la police nationale pour les faire arrêter pour violation de domicile. Je leur ai dit de se préparer aux retombées. Ensuite, j'ai reculé et j'ai claqué la lourde porte en chêne. Le gros boom a tranché les pleurs et les malédictions venant du couloir. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application domotique et j'ai instantanément effacé toutes leurs anciennes empreintes digitales, changeant le mot de passe pour une séquence aléatoire de 12 chiffres. Enfin, ma maison était de nouveau calme, tout propre. La première étape de l'évacuation des ordures était terminée, mais ce n'était que le prélude à l'anéantissement total de leur famille. Le lendemain matin, Paris a accueilli la ville avec un soleil d'hiver brillant. Une rareté pour la saison, je me suis réveillée tôt, me sentant reposée et vibrant d'énergie. Après une nuit paisible et sans cauchemar, j'ai enfilé un tailleur de pouvoir impeccable, un chemisier en soie blanche associé à une jupe, crayon noir, et un trench coat en laine sur mesure. Il était temps de nettoyer le gâchis que Thibaut avait laissé dans mon entreprise, tout en coupant à simultanément chaque source de revenus qu'il restait à sa famille. Escorté par ma garde rapprochée, mon premier arrêt a été le siège de la plus grande banque de la ville. En tant que cliente de très haute importance, fortunée, j'ai été reçue personnellement par le directeur de l'agence dans un salon privé. J'ai posé ma pièce d'identité et mes documents légaux sur le bureau, en acajou, et j'ai donné des instructions catégoriques pour geler tous les fonds des 2 comptes joints que je détenais avec Thibaut. De plus, j'ai exigé l'annulation permanente de toutes les cartes de crédit secondaire au nom de Thibaut. Camille et Chantal, qui étaient liés à mes comptes professionnels, tous les dépôts à terme à mon nom devaient être transférés sur un nouveau compte, offshore lourdement crypté, dont j'étais la seule à détenir les clés. Les cadres de la banque ont agi à la vitesse de l'éclair. En exactement 15 minutes, une cascade d'alertes de confirmation a fait vibrer mon téléphone. La rivière d'argent liquide qui soutenait le style de vie luxueux de Thibaut et de sa famille avait été officiellement asséchée. À partir de cette seconde, il ne pourrait plus soutirer le moindre centime de mon empire. Après avoir quitté la banque, nous nous sommes dirigés directement vers le siège asocial de la société que j'avais fondée. Le gratte-ciel en verre du quartier de La Défense se dressait majestueusement. Je n'y étais pas venue depuis très longtemps. Et maintenant je revenais non pas comme une humble responsable administrative, mais en tant qu'autorité suprême. J'ai traversé le hall principal avec une confiance et une domination foudroyantes. La réceptionniste et les chefs de département qui m'ont vu avaient l'air choqués et désorientés. Je me suis dirigé droit vers la salle du conseil, ordonnant au directeur des ressources humaines et au directeur financier de convoquer immédiatement une assemblée générale extraordinaire. Là, j'ai présenté les documents légaux prouvant ma propriété à 95%, ainsi que la révocation des pouvoirs de procuration et la décision révoquant Thibaut de son poste de président-directeur général, avec effet immédiat. Toutes les démarches, administratives et légales, avaient déjà été gérées par Maître Vasseur. Il était maintenant temps pour l'exécution publique. Vers 10 heures du matin, Thibaut est entré dans le hall avec une allure arrogante.
Il portait un costume sur mesure impeccable acheté à Milan. Il marchait avec l'arrogance d'un titan de la finance, totalement inconscient de l'ouragan qui venait de toucher terre. Il s'apprêtait à passer les portiques de « à sécurité en verre » lorsque 2 agents de sécurité de l'entreprise lui ont barré la route. L'informant qu'il n'était plus autorisé à pénétrer dans les locaux, Thibault les a foudroyés du regard et a crié, exigeant qu'il s'écarte de son chemin. Beuglant qu'il était le dirigeant de cette entreprise, à ce moment précis, le directeur des ressources humaines est sorti en portant une petite boîte en carton contenant les objets personnels du bureau de Thibault, tenant une lettre de licenciement disciplinaire dans son autre main, avec de la glace dans les veines. Le directeur a poussé la boîte sur le torse de Thibault et l'a informé que suite à une décision du conseil et de l'actionnaire majoritaire, Madame Séraphine, il était officiellement licencié pour faute lourde à compter de ce matin. Il lui a ensuite ordonné de prendre ses ordures, de quitter les lieux. Thibault est resté paralysé, ses mains tremblant violemment alors qu'il prenait la lettre de licenciement. À cette seconde précise, son téléphone a commencé à sonner sans arrêt. C'était Camille. Sa voix à l'autre bout du fil était empreinte d'une panique pure, hyperventilant entre ses sanglots. Elle suppliait son frère de l'aider car, en achetant des cafés avec ses amis, dans un salon de thé de luxe, le serveur lui avait dit que la carte était refusée. Elle avait essayé d'en utiliser une autre dans une boutique haut de gamme du Marais, mais elle avait été refusée aussi, la laissant totalement humiliée avec 0 € en liquide. Pendant que ses amis se moquaient d'elle, elle suppliait Thibault de vérifier les comptes bancaires immédiatement, plongeant dans une crise de panique. Thibault a ouvert son application bancaire mobile. L'écran a affiché un message d'erreur rouge vif, indiquant que les comptes avaient été gelés par le titulaire principal et que toutes les transactions étaient bloquées. Il est resté figé au milieu du hall d'entreprise, animé. La boîte en carton a glissé de sa prise, renversant ses stylos personnalisés et ses stupides gadgets de bureau de direction sur le sol. Ta marbre, toute l'arrogance bâtie sur son existence parasitaire, s'est brisée en poussière. En moins de 24 heures, de milliardaires en vacances sur les plages paradisiaques. Thibault et sa famille avaient été dépouillés de tout, plongeant, officiellement dans une pauvreté abjecte, sans un seul centime à leur nom, regardant droit dans les yeux la réalité brutale. Ma frappe nucléaire financière avait porté un coup dévastateur, ouvrant un tout nouveau chapitre de souffrance pour ces sangsues jetés hors du majestueux gratte-ciel. Thibault a titubé sur le trottoir bondé du quartier d'affaires, serrant sa pitoyable boîte en carton. Les ventes glacialde. L'hiver transperçait son fin costume en laine italienne, le faisant frissonner violemment. Dans sa poche, son téléphone vibrait sans fin sous les appels de sa mère et de sa sœur. Il a répondu d'une voix vide et vaincue, les informant que tous les comptes étaient gelés et qu'il venait d'être licencié et escorté hors du bâtiment. À l'autre bout, les lamentations de Camille et les plaintes stridentes de Chantal étaient assourdissantes. Les trois se sont retrouvés dans un bar miteux et mal éclairé d'un quartier délabré de Saint-Denis, un contraste saisissant avec leur allure glamour lorsqu'ils étaient descendus de l'avion. Maintenant, ils avaient l'air incroyablement ébouriffés. Leurs bagages de marque éraflés reposaient sur le sol, collants tachés de bière. Les yeux de Camille étaient gonflés à force de pleurer, son mascara onéreux coulant sur son visage. Chantal s'était effondrée sur une à banquette en vinyle bon marché. Son visage masqué par une terreur absolue, Thibault a vidé ses poches, rassemblant la poignée de billets et de pièces, a pu trouver, cela s'élevait à la maigre somme de 70 €. Ce n'était même pas suffisant pour payer un grand taxi
afin de déplacer leurs sacs. 100 ont parlé de trouver une chambre d'hôtel décente à Paris. À la tombée de la nuit, le gel mordant a commencé à s'infiltrer dans leur peau. Sans autre option, Thibault a été forcé de mettre en gage certains des articles de luxe qu'il venait d'acheter. Il a pris le sac Chanel de Camille et a retiré la montre Rolex de son poignet. Cependant, parce qu'il n'avait ni les certificats d'authenticité, ni les boîtes, ni les reçus, et que le prêteur sur gage du boulevard Barbès a senti leur désespoir, il a accepté de les acheter pour un prix absolument ridicule, moins de 10% de leur valeur en magazine. Serrant une petite liasse de billets, Thibault a goûté la cendre amère de la réalité. Ces articles de luxe, ont dépouillé de l'aura de richesse infinie, n'étaient qu'un poids mort qui ne pouvait pas les sauver. Avec cet argent dérisoire, tous les trois ont loué une chambre dans un motel, miteux et infesté de cafards dans un quartier dangereux. La chambre était humide, exiguë, avec de la peinture écaillée sur les murs et une puanteur de effumée de cigarettes froides et de moisissures. Il n'y avait ni matelas moelleux, ni chauffage central. Juste des lits affaissés et cassés et des couvertures qui grattent, fines comme du papier. Chantal a versé des larmes amères, sanglotant, qu'hier encore, elle dormait dans un complexe 5 étoiles et que maintenant, elle était forcée de squatter dans ce trou à rats dégoûtant. Leur premier dîner a consisté en des bols de nouilles instantanées préparées avec de l'eau, bouillante, mendiée aux réceptionnistes. Ils mouraient de faim, mais aucun d'eux n'avait d'appétit. L'épuisement, la déception écrasante et la terreur absolue de l'avenir ont commencé à pourrir les liens fragiles de leur famille. Et ils sont retournés les uns contre les autres, comme des chiens sauvages. Chantal a frappé du poing sur la table bancale, pointant Thibault du doigt, criant que tout cela était de sa faute parce qu'il était un mari faible, stupide, qui avait laissé sa femme contrôler les cordons de la bourse. Elle s'est lamentée sur le fait que, dans ses vieux jours, elle était forcée de souffrir dans les caniveaux, alors même qu'il lui avait promis qu'elle allait hériter d'un empire. Thibault a répliqué, en hurlant qu'il l'avait fait pour la famille, et que lorsqu'il passait la carte noire pour ses sacs de marque et ses montres, elle ne protestait pas. Elle riait et se vantait. Il a exigé de savoir pourquoi elle lui faisait porter le chapeau de tout le complot de meurtre. En les entendant hurler, Camille a perdu la tête. Elle a jeté son gobelet de nouilles en polystyrène contre le mur et a poussé un cri perçant à travers ses larmes, exigeant qu'il se taise, parce que crier ne réglait rien. Elle a exigé que Thibault aille au siège de l'entreprise le lendemain matin et se mette à genoux pour me supplier de leur donner un peu d'argent, ou au moins assez pour payer les frais de scolarité de sa grande école de commerce privé, dans cette chambre glaciale et misérable. Et les cris et les pleurs se sont fondus en une scène véritablement pathétique, après avoir enduré une seule nuit de pauvreté réelle. Leur nature égoïste et ignoble a été pleinement exposée. Ils n'ont pas passé une seule seconde à réfléchir aux crimes odieux qu'ils avaient commis contre Moé. Au lieu de cela, ils se sont juste rejeté la faute pour avoir perdu leur vache à lait. Cette souffrance n'était que l'entrée en matière du brasier moral et légal auquel ils allaient être confrontés le lendemain matin, à la seconde où je suis sortie de mon ascenseur privé à la suite de direction. Mon assistante a couru vers moi, paniquée. En bas, dans le hall du rez-de-chaussée, Thibault et sa famille causaient un scandale monumental, attirant une foule immense d'employés et de cadres en visite. Page est pur désespoir. Ils avaient décidé de monter une pièce de théâtre, espérant que la pression du public me ferait honte, me forçant à reculer et à leur faire un chèque
Grâce au flux de vidéosurveillance acheminé vers les moniteurs de mon bureau, j'ai regardé leur mauvais feuilleton dramatique se dérouler. Chantal avait intentionnellement étalé son maquillage et décoiffé ses cheveux pour ressembler à une mendiante persécutée. Elle s'est mise à hurler de façon hystérique au milieu du hall en marbre poli, agitant les bras et pleurant bruyamment. Elle gémissait à l'attention de tous les passants que sa méchante belle-fille avait et volé la fortune de leur famille et jeté son mari et sa vieille belle-mère dans les rues glaciales, prétendant qu'il m'avait soignée avec amour à travers une terrible maladie et que maintenant je les avais abandonnés pour qu'ils meurent de faim. Thibault se tenait à côté d'elle avec un air totalement dévasté, essayant d'expliquer à la foule qui murmurait que sa femme avait une liaison et avait conspiré avec son amant pour le piéger et lui voler l'entreprise qu'il avait, bâtie de ses propres mains. Camille a joué son rôle à la perfection, sanglotant de manière incontrôlable et implorant pitié. Elle accusait sa belle-sœur d'être un monstre qui avait coupé le financement de ses études universitaires juste pour ruiner l'avenir d'une jeune fille par pure méchanceté. La foule s'est densifiée. Les murmures ont résonné sur les murs de verre et la sécurité du bâtiment a dû former une barricade humaine pour les empêcher de prendre l'ascenseur d'assaut. Plusieurs personnes ont même sorti leur téléphone, commencé à filmer pour les réseaux sociaux. Je suis restée assise calmement dans mon fauteuil de direction en cuir, sirotant mon latte chaud au matcha. Je n'étais pas en colère, et je n'avais absolument aucune intention de descendre pour me disputer avec des ordures. Les gens sans aucune décence feront n'importe quoi lorsqu'ils sont acculés. J'ai ordonné à mon d'assistante de demander au gestionnaire de l'immeuble d'appeler la police nationale pour les expulser pour trouble à l'ordre public, pendant qu'ils étaient occupés à jouer la comédie de toute leur âme dans le hall. Mon équipe de relations publiques a exécuté une frappe silencieuse, mortelle. Une publication hautement détaillée, étayée par des preuves solides, irréfutables, a été diffusée sur toutes les principales plateformes de réseaux sociaux. La publication ne contenait pas d'insultes, à juste des fichiers vidéo bruts. La première vidéo était l'enregistrement net de la caméra cachée montrant Thibault jetant froidement mes médicaments vitaux à la poubelle, abaissant les disjoncteurs et coupant la vanne d'eau avant de sortir. Le deuxième élément était un montage de photos et de vidéos d'eux faisant la fête dans les palaces, tirés directement de leur propre compte public Instagram et Facebook, juxtaposés au relevé de carte de crédit de 250 000 €, horodatés avec les jours exacts où mon cœur s'arrêtait aux soins intensifs. La dernière vidéo était une diffusion en direct d'eux en train de se rouler par Ether et de pleurer de fausses larmes dans mon hall. À ce moment précis, en moins de 2 heures, la publication est devenue agressivement virale. Une vague massive d'indignation publique a explosé. Le fil a été partagé à centaines de milliers de fois. Il a été inondé de commentaires condamnant violemment la cruauté sociopathique de la famille de Thibault. Les internautes étaient totalement horrifiés par la sombre réalité d'un mari essayant de tuer lentement sa femme malade pour un héritage. Des commentaires cinglants ont afflué, le qualifiant de psychopathe, de monstre, et exigeant que le procureur, Croc de la République, dépose des accusations criminelles contre ces sangsues. La puissance de la machine de haine d'Internet est absolue. Leurs informations personnelles, numéros de téléphone et anciennes adresses ont été rapidement dévoilés par des utilisateurs furieux. Les masques de victimes qu'ils portaient dans le hall ont été entièrement arrachés. La police est arrivée, a dispersé la foule et a menacé d'arrêter la toute famille s'ils ne quittaient pas la propriété immédiatement. Ils ont titubé sur le trottoir parisien, entourés des regards dégoûtés et des insultes des piétons qui regardaient littéralement les vidéos virales sur leur téléphone en marchant à côté d'eux.
Le ciel n'est jamais aveugle. Les mâles, aussi bien déguisés, saurait-il, est finalement traîné dans la lumière et jugé par la société. La tempête numérique s'est rapidement propagée dans le monde réel, transformant la vie de la famille de Thibault en une tragédie absolue, une fois la vérité révélée. Chaque porte s'est claquée au nez. Enfin, ils ont ressenti ce que signifiait être totalement rejeté par la société humaine. Thibault, en tant que cerveau de la tentative de meurtre, est devenu l'ennemi public numéro 1, complètement fauché. Il a essayé de postuler pour des emplois de manutentionnaire dans des entrepôts, mais son visage était placardé partout. Information. Lorsqu'il s'est présenté à un entretien, la responsable des ressources humaines l'a reconnu instantanément et l'a littéralement chassé, hurlant qu'il n'embauchait pas de sociopathe et lui disant de dégager ses ordures de son bureau. Il a été mis sur liste noire, de manière permanente sur le marché du travail. Le sort de Camille n'a pas été meilleur. La vidéo de sa crise de colère est devenue virale dans toute sa grande école de commerce privée lorsqu'elle s'est présentée en cours. Tout le monde l'a regardée avec un pur dégoût. Les filles de son cercle social, qui vénéraient autrefois ses sacs de créateurs, la traitaient maintenant comme une pestiférée. Le clou final dans le cercueil est arrivé lorsqu'elle a été convoquée dans le bureau de la direction et s'est vue remettre un avis d'expulsion officiel pour violation flagrante du code d'éthique de l'école, aggravé par des retards de paiement sévères de ses frais de scolarité. Son avenir académique a été réduit en cendres. Pendant ce temps, Chantal a vécu son jour le plus sombre au marché de Saint-Denis. Alors qu'elle essayait de glaner des légumes abîmés et bon marché, un vendeur l'a reconnue grâce aux vidéos. Il a vidé un seau d'eau de serpillière, sale sur ses chaussures, et lui a crié de dégager. Il a hurlé qu'il ne vendrait pas une seule pomme de terre à une vieille sorcière maléfique qui avait aidé son fils à assassiner sa femme pour de l'argent, déclarant que tout le marché la boycottait. D'autres vendeurs se sont joints à lui, lançant des insultes et des fruits pourris jusqu'à ce qu'elle fuit dans une terreur absolue. Le summum absolu de leur souffrance a frappé lorsqu'ils sont retournés au motel, infestés de cafards. Le propriétaire, un homme massif avec une politique de tolérance zéro, les attendait devant leur porte. Il avait jeté leur sac de remarques éraflés dans le parking boueux et leur avait ordonné de quitter sa propriété à l'instant. Il a déclaré que des journalistes et des justiciers, d'Internet en colère, avaient appelé la réception toute la matinée. Effrayant, c'est un autre locataire douteux, et il leur a jeté leur caution au visage, leur disant de considérer cela comme de la charité et de foutre le camp. À la nuit tombée, le vent perçant de l'hiver coupait jusqu'à l'os. Ils ont été jetés à la rue sans aucun argent, nulle part où dormir, totalement épuisés, affamés et transis de froid. Finalement, ils ont traîné leurs valises défoncées sous un pont du périphérique près de la porte de la chapelle, se blottissant dans un coin crasseux près d'un grillage juste pour bloquer le vent. Chantal tremblait violemment. Enroulant ses bras autour de Camille, Thibault était assis, sur le béton, fixant le vide dans l'obscurité avec des yeux creux et morts. Dans ce froid brutal, ils ont enfin ressenti les conséquences atroces de leur propre cruauté. Les vêtements de créateurs qu'ils portaient ne les gardaient plus au chaud. Les sacs Chanel, hors de prix, reposaient dans la saleté, des déchets complètement sans valeur. Auparavant, ils m'avaient laissé dans le noir sur le seuil de la mort. Maintenant, le karma les forçait à expérimenter ce même désespoir, multiplié par 1000. Aujourd'hui avait lieu l'audience de détermination de la peine pour le procès au pénal pour tentative d'assassinat au tribunal judiciaire de Paris, le procès, cause civile concernant la séparation des biens, et le divorce pour faute
avait déjà été entièrement résolue en ma faveur dans une procédure civile distincte. Je suis entrée dans la salle d'audience, vêtue d'un blazer noir aux coupes parfaites, mais aux cheveux étaient parfaitement coiffés. Ma posture était sereine et intouchable. Derrière moi se tenait une phalange des avocats les plus impitoyables de la ville, menée par Maître Vasseur. De l'autre côté, Thibault avait l'air complètement brisé. Il était émacié avec des cernes violets sous les yeux et ses vêtements pendaient sur sa carcasse. Chantal et Camille, assises dans le public, ne pouvaient que regarder le sol. Le procès a commencé. Le procureur de la République, travaillant en étroite collaboration avec mon équipe juridique, a présenté les preuves avec une précision mortelle. Ils ont retracé l'origine de chaque actif, l'appartement, l'entreprise, l'escompte, tous les actes, les documents de patrimoine et les avirements bancaires prouvaient que l'Empire était ma propriété exclusive, acquis avant le mariage et financée par ma famille milliardaire. Thibault n'avait pas contribué d'un seul centime. L'apogée du procès est arrivé lorsque le juge a ordonné à l'huissier de diffuser les images de vidéosurveillance sur les écrans du tribunal. La vidéo en haute, très définition de Thibault, jetant mes médicaments vitaux, abaissant les disjoncteurs et coupant l'eau a été diffusée en silence. Un halètement collectif de répulsion a résonné dans la salle. Puis, l'accusation a soumis ma demande de 500 000 € de dommages et intérêts pour traumatisme physique et psychologique extrême. Thibault a essayé de se défendre d'une voix chevrotante et pathétique. Il a regardé le juge, affirmant que les médicaments étaient tombés dans la poubelle par accident, et a supplié le tribunal de lui accorder juste une petite fraction des biens conjugaux pour qu'il puisse survivre, car il n'avait absolument plus rien. Le juge a ajusté sa robe, s'est penché au-dessus de son pupitre en bois massif et a coupé la parole à Thibault d'une voix de tonnerre. Il a ordonné à l'accusé d'arrêter d'insulter l'intelligence de la cour, déclarant que la vidéo était la épreuve irréfutable de la préméditation. Il a rappelé à Thibault que la loi protège la justice, pas l'avidité sociopathique, ajoutant que son dénuement actuel était la conséquence directe et méritée de son propre acte monstrueux. Après délibération, le juge a prononcé la sentence, tenant compte de la décision du tribunal civil qu'il avait dépouillé de tous ses actifs. Le tribunal pénal s'est concentré uniquement sur le châtiment. Le juge a condamné Thibault à 8 ans de réclusion criminelle au centre pénitentiaire de Fresnes pour tentative d'assassinat et l'a condamné à payer 500 000 € de dommages et intérêts à la victime. Le claquement sec du marteau du juge a officiellement éclos le chapitre le plus sombre de ma vie. La justice avait été rendue de manière impitoyable. Thibault s'est effondré à genoux, totalement anéanti. Chantal et Camille pleuraient à chaudes larmes dans la galerie. Ce verdict n'a pas seulement pulvérisé leur délire de grandeur, il a attaché une dette énorme et impayable sur le dos d'un criminel inemployable. C'était le véritable prix d'eux, leur avidité sans fond. Le ciel parisien était d'un bleu éclatant et sans nuages. J'ai descendu les marches du palais de justice. En bas, j'ai vu 2 policiers escorter Thibault menotté vers un fourgon de transport pénitentiaire. À côté de lui, Chantal et Camille, portant des vêtements sales et usés et ayant l'air absolument misérables, ont traversé la ligne des journalistes et ont essayé de se précipiter vers moi, bloquant mon chemin vers mon gros véhicule blindé qui m'attendait. Elles avaient l'air pitoyables, dépouillées de toute once et dignité humaine, et toutes 2 se sont jetées sur moi. Attrapant désespérément l'ourlet de mon tranche-cou. Chantal a supplié, sanglotant violemment, le visage noyé de larmes, répétant qu'elle savait à quel point son péché était immense. Elle a pleuré que dormir, sous un pont du périphérique lui avait ouvert les yeux, que l'argent l'avait aveuglée.
et m'a supplié de faire preuve de miséricorde. Camille a attrapé ma cheville, braillant et implorant le pardon pour sa stupidité pure et pour avoir participé à ma torture. Elle a pleuré qu'elle avait été renvoyée de son école, que tous ses amis l'avaient abandonnée et qu'elle voulait juste une chance de plus pour réparer sa vie. Thibaut, dans ses menottes, s'est effondré et a pleuré devant moi comme un enfant en bas âge. Il a confessé qu'il savait que son crime était impardonnable et qu'il ne me demandait pas de le reprendre parce qu'il savait qu'il était une ordure. Il a juré qu'il purgerait sa peine. Mais il m'a supplié de lui donner juste un peu d'argent pour que sa mère et sa sœur puissent acheter des billets de train pour retourner dans la Creuse, jurant qu'il ferait des travaux en prison pour payer les dommages et intérêts, et me suppliant de ne pas les laisser mourir de faim dans les rues de la capitale. Je suis restée parfaitement immobile en les regardant de haut. Ce n'est que sur le fil du rasoir, entre la vie et la mort, qu'un être humain réalise ce qui a vraiment de la valeur. Leurs larmes de remords aujourd'hui semblaient sincères. C'était le réveil brutal d'une conscience qui ne se produit qu'après avoir vécu une souffrance apocalyptique. Cette leçon, bien qu'elle soit arrivée trop tard pour les sauver, était la plus précieuse qu'ils n'apprendraient jamais. Cependant, comprendre pourquoi ils pleuraient ne signifiait pas que j'allais leur pardonner ni justifier leurs actes. Le pardon signifiait libérer le poison de mon propre cœur pour pas jeter une bouée de sauvetage aux démons qui avaient essayé de me noyer. Je ne les haïssais plus, mais je n'avais absolument aucune intention de leur offrir la moindre once d'aide. L'argent et le luxe avaient été définitivement échangés contre cette leçon de vie atroce. Je les ai regardés pour la toute dernière fois. Ma voix était calme, mais elle coupait le bruit de la ville comme tine du verre. Je leur ai dit que j'acceptais leurs excuses, mais qu'entre nous, c'était complètement terminé, qu'il n'y avait plus aucune dette à régler, que le chemin qu'ils arpentaient maintenant était pavé de leur propre choix, qu'ils le parcourent et subissent les conséquences de leur propre destin, et je leur ai interdit de tenter de réapparaître un jour dans ma vie. Sur ces mots, je suis montée d'un pas déterminé à l'arrière du véhicule. La lourde porte blindée s'est refermée en claquant, coupant mon monde paisible de leur cauchemar sans fin. J'ai baissé les stores des fenêtres et je n'ai pas jeté un seul regard en arrière. J'ai parlé à mon chauffeur d'un ton léger et enjoué, lui disant de nous ramener à la maison parce que mes parents nous attendaient pour le déjeuner. Le véhicule a glissé silencieusement dans la circulation parisienne baignée de soleil. Derrière moi, ces 3 personnes étaient toujours agenouillées sur l'asphalte froid, pleurant dans une dévastation totale. Devant, moi, s'étendait un ciel infini, et l'étreinte chaleureuse de mes parents, et une nouvelle vie brillante, remplie d'une paix absolue. La saga de l'avidité et de la trahison était terminée, remplacée par un amour sincère et une tranquillité d'esprit inestimable, en refermant le livre sur ce chapitre dramatique. Peut être que l'écho du silence glacial dans cette chambre de mourant, ou l'image de ces larmes désespérées sous un pont du périphérique, nous force encore à réfléchir profondément. C'est peu être à travers ces épreuves que nous réalisons que la chose la plus terrifiante dans ce monde, pas une maladie en phase terminale, mais l'avidité sans fond et la cruauté du cœur humain, surtout de la part de ceux que nous appelons notre famille. La plus grande leçon est que le karma est absolu et implacable. Qui sème le vent récolte la tempête. Finissant détruit et banni à la fois par la société et par la loi. D'un autre côté, cette histoire est un témoignage de la nécessité absolue de l'indépendance et de la force d'une femme, même dans les fosses les plus sombres de l'enfer. Nous devons garder le contrôle de nos propres vies, rester financièrement indépendantes
et avoir le courage impitoyable de défendre notre propre destin. Nous ne devons jamais remettre notre survie entre les mains des autres, car le feu qui brûle en nous et les véritables liens de notre sang sont nos seules forteresses impénétrables. À la fin, peu importe combien de milliers d'euros coûtent vos vêtements de créateur ou l'immensité de l'empire que vous essayez de voler, rien de tout cela ne pourra jamais camoufler une âme noire et pourrie. Seuls un amour sincère, de la gratitude et une colonne vertébrale en acier sont les véritables fondations qui permettent à une personne tout de traverser ce monde la tête haute.